Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Les clés d'une vie, celle de mon invité. Pendant 6 décennies, vous êtes allé d'aventure en aventure professionnelle. Vous décidez d'inscrire le mot fin à une histoire d'amour avec le public, celle d'un jeune homme qui aurait dû être professeur et qui finalement est devenu un maître. Bonjour Serge Amar. Bonjour, je ne sais pas d'où tu tiens le fait que j'aurais été prof. Vos parents souhaitaient... Oui, ils souhaitaient plein de choses, mes parents, mais moi... J'étais pas très bon élève, mais les profs auraient voulu effectivement que je reste et que je fasse des études. Ils se sont battus quand je suis parti du lycée. Ils se sont tous réunis, même les profs de maths, tout. Ils sont venus, ils nous ont dit vous devez continuer. Et ben voilà. Voilà. Vous avez fait autre chose. Et donc il y a cet album Aimé qui sera hélas le dernier album. On va en parler. Mais c'est votre décision et le respect du public. Et puis il y a un parcours et le principe des clés d'une vie où vous êtes venu. Il y a plus de 1000 émissions, vous voyez. Oui. Ça va dis donc. Le temps passe vite. Donc, on va évoquer ce parcours à travers des dates clés, si vous en êtes d'accord. Oui, tout à fait. J'en suis d'accord, cher ami. C'est tellement un bonheur de vous retrouver, parce que, d'abord, il y a 6 ans... Pourquoi vous voyez, parce qu'à l'antenne, on se vous voit pour le spectacle. Ah, c'est bien, oui, alors d'accord, on se vous voit. Alors, la première date que j'ai trouvée, c'est le 11 octobre 1964, votre première télé, Discorama, où on vous présente de la façon suivante. Je crois que c'est même pas Denise Glaser qui vous présente. Elle vous présente et on dit de vous, qu'est-ce qu'une chanson quand on n'est ni Bach ni Baudelaire, une façon de dire quelque chose. Et la chanson que vous interprétez, c'est à 15 ans. Oui. À 15 ans, c'est en Rivambelle que les belles fées s'en venaient. Battre de laine à mes chandelles. Je savais si bien les aimer. À 15 ans, j'avais du panache et je n'écoutais que ma voix. À 15 ans, faudrait que l'on sache qu'on n'est jamais heureux qu'en soi. Ouais, et vous étiez heureux et malheureux parce que les débuts ont été difficiles. Ça a été le temps des cabarets à 2000 anciens francs par jour à l'époque. Oui, c'était le cachet. J'ai du mal à fixer mais c'était misérable. Et on devait vivre avec ça, mais enfin j'étais tellement content de débuter que c'était plus important que tout. Et puis les anciens aimaient bien les jeunes et ils m'invitaient le soir à bouffer, alors j'arrivais à m'en sortir, quoi. Voilà, mais en même temps, vous avez été refusé dans plusieurs cabarets, dont l'école buissonnière de René Laforgue, et l'Écluse vous a accueilli. Et c'est l'Écluse qui m'a accueilli, mais qui m'a donné un contrat, qui m'a obligé. Elle voulait pas que je passe dans aucun autre cabaret que le sien. Donc c'était par contrat, et donc je ne pouvais pas, comme d'autres, faire 2-3 cabarets dans la soirée, ce qui m'aurait permis de vivre gentiment. Et c'est pour ça que je vous dis que c'est les potes qui après qui étaient plus âgés que moi et qui allaient, ils me disaient t'occupe pas de l'addition, et ça m'a permis de survivre. Oui, mais en même temps, l'école du cabaret, c'est une école qui n'existe plus, mais qui était à l'époque très importante, Serge Lama. C'était on débutait tous au cabaret. Brel a chanté très très longtemps à l'échelle de Jacob. Barbara a chanté pendant une petite huitaine à l'Écluse, elle était la star de l'Écluse. Et moi, j'ai vu Barbara être à la fois la chanteuse de l'Écluse et devenir la star tout court dans un spectacle de Georges Brassens en américaine, c'est-à-dire en fin de première partie. Et j'ai vu donc les deux choses, je l'ai vu éclater, et j'ai vu ce que c'était que cette chose d'éclater au public. Et ils avaient descendu Brassens pour monter Barbara. Oui, et en même temps, elle écrivait des chansons sans oser dire qu'elle était l'auteur. Oui, je sais. J'ai vécu un peu avec... on a vécu des moments, quoi. Oui, et d'ailleurs... Moi, j'ai vu l'écriture du père, de la chanson sur son père, où elle hésitait sur des phrases, et alors, moi, je me disais rien, je me disais, c'était Nantes. C'était incroyable. Incroyable. Et en même temps, tous les soirs, après votre spectacle, vous restiez pour assister au tour de chant de Barbara. Bien sûr, parce que c'était une école. Je voyais comment elle prenait le public, quand tout à coup elle tournait son visage. Elle chantait droit devant elle, et puis tout à coup elle tournait son visage au public, et le public prenait une gifle avec ce regard extraordinaire qu'elle avait.
Là, mon regard, c'était des ailes, son regard. Et d'ailleurs, l'école du cabaret, c'est pas facile parce qu'il y a beaucoup de spectateurs qui venaient et qui n'écoutaient absolument pas et qui poursuivaient leur conversation. Pas à l'Écluse. Pas à l'Écluse. Pas à l'Écluse. À l'Écluse, c'était des gens très respectueux. C'est un cabaret c'était quand même le cabaret de la rive gauche qui était le plus coté. Hein. Oui. Oui, c'était un cabaret formidable. Alors, sur la rive droite, ça arrivait que le public soit, parce qu'ils aimaient, il y avait des comiques qui passaient avant et tout ça. Mais à l'Écluse, non, il y avait un respect du public. Et Michel Leb, qui était sur la rive droite, m'a raconté que lui, il faisait un numéro de Jerry Lewis et il était sur une chaise et il tombait. Puis un jour, il est tombé, le public n'écoutait absolument pas, sauf quand il y a eu la chute, là, le public s'est retourné. Oui, oui. Alors, il se trouve aussi... C'était une bonne chute. Exactement. À l'époque, vous appeliez Serge Chauvier. Je crois que la masse est venue en ouvrant un dictionnaire. Tout à fait. Il fallait bien choisir parce que je savais que je voulais changer de nom. Et je trouvais pas tous les noms que je trouvais ne me plaisaient pas. Alors je me suis confié au dictionnaire. J'ai mis mon doigt sur un endroit et je suis tombé sur lama, évidemment, l'animal. Et pas le Dalaï, quoique c'est à peu près à la même époque où le Dalaï a été chassé du Tibet. Et donc, j'ai écrit ça en rouge, en vert, en bleu, de toutes les couleurs, et j'ai dit, bon, ça va le faire, ça. Voilà. Remarquez, Sophie Marceau a ouvert un plan de métro et elle a trouvé son Marceau. et San Antonio, Frédéric Dard a ouvert un atlas aux États-Unis et il a vu San Antonio la ville, et c'est comme ça que le personnage est né. Ça, oui, l'histoire est merveilleuse, il y a des histoires extraordinaires. Alors, il se trouve aussi qu'il y a eu l'Écluse, mais il y a eu d'autres cabarets, dont la Villa d'Est, qui a été aussi un cabaret important pour vous, qui était près des Champs-Élysées, où Brassens d'ailleurs a chanté. Et je ne sais pas si vous le savez, mais de certains soirs, le public ne le suivait pas, et il prenait les spectateurs et il allait aux toilettes avec eux pour finir le récital. Oui, parce qu'il était plus près d'eux. Oui, Georges, c'est un personnage. Hein. Et oui, alors oui, moi j'ai chanté, oui, dans ce cabaret. C'était le cabaret de la rive droite qui m'aimait beaucoup et j'y ai fait pas mal de temps. Et Brassens vous a repéré? Brassens m'a repéré, mais à Bobino. Voilà. À Bobino, il m'a posé plein de questions parce que moi je n'osais pas lui parler. Et lui, il m'a dit, tu sais, je suis pas un ours, tu peux me parler. Alors bon, voilà. Un jour, il m'a demandé, mais dis donc, t'as beaucoup de chansons? Alors je lui dis, j'en ai une quarantaine. Ah bon, il dit ça va. Parce que il se disait que si la gloire me prenait, il fallait que j'ai de quoi répondre. Il croyait en vous déjà. Je pense. Et puis il y a quelqu'un qui a cru en vous aussi, celle qu'on appelait la mère de la mer, parce qu'elle était la première à interpréter la chanson de Trenet, c'est Renée Lebas. Oui. Elle a chanté beaucoup de chansons, elle chantait merveilleusement bien. D'ailleurs, c'était une chanteuse d'époque, mais qui faisait partie de ces chanteuses de grande classe. Et oui, elle a chanté la mer. Ouais. Voilà. Et en même temps, elle vous a soutenu à vos débuts aussi. Oui, elle était ma productrice, elle m'a pris sous son aile, elle m'a trouvé un petit cagibi où j'ai pu dormir sans avoir de loyer très très important, et elle m'a beaucoup aidé, oui. Et puis le virus, bon, il est quand même venu de votre père, c'est-à-dire Georges Chauvier. Parler de virus actuellement. Oui, Je l'ai attrapé. Voilà. J'ai attrapé le virus de mon père et puis j'en ai fait une carrière. Une carrière, et il avait une voix. J'ai une voix qui est très similaire quand on écoute les deux voix dans un disque que l'on a fait plus tard. D'ailleurs, on s'en aperçoit. Et donc voilà, j'ai voulu faire ce que papa n'avait pas pu faire. Il a été aux Capucines. D'ailleurs, les Capucines, il en reste dans un magasin de parfums de ce théâtre, une sorte de décor dans le hall qui évoque ce théâtre qui a totalement disparu. Qui a complètement disparu, oui. Et je me souviens en 54, j'ai vu Gilbert Bécaud là, sur l'Olympia, et c'est ça qui m'a donné cette envie brûlante de l'Olympia. C'est Gilbert en haut de l'affiche. Je me suis dit, c'est là que je veux être. Voilà. C'est là. Et vous y avez été. Et c'était des lettres rouges, d'ailleurs, que Catrix avait prises, parce qu'avant c'était un cinéma, il y avait déjà des lettres rouges et il a gardé le principe. Et puis la maison, c'était pas une opérette, parce qu'effectivement, il fallait bien vivre, et votre père a fait plusieurs métiers, puisque la chanson, ça ne marchait pas autant qu'il espérait. Oui, enfin bon, ma mère a fait beaucoup pour qu'il change de vie, parce qu'elle n'en pouvait plus de vivre cette vie. Alors bon, je vais pas m'étaler là-dessus, mais j'entendais les conversations, moi, le soir, bon, il pouvait
continuer. Il aurait pu, parce que Christian Borel a fait une carrière, et c'était un copain de mon père qui chantait dans le même truc que lui. Il a fait une carrière jusqu'à 65 ans. Il aurait pu faire avec les opérettes qu'il pouvait. Il avait des costumes, il avait tout. Il pouvait. Il fallait qu'il parte en tournée. Ma mère, elle voulait pas. Voilà. Alors, vous avez fait ce qu'il fallait. Et la chanson, d'ailleurs, Le temps de la rengaine, évoque cette époque. tout à fait. C'était le temps béni de la rengaine. C'était le temps où les chanteurs avaient de la voix. Tous les charmeurs chantaient la Tosca ou Carmen. On savait faire de la musique en ce temps-là. Et c'est vrai qu'on savait faire de la musique. Vous savez que Philippe Bouvard, qui n'aime pas les chansons, m'a toujours dit que c'était la seule chanson qu'il aimait et qu'il écoutait. Oui, oui, ça devait lui rappeler plein de choses. Il m'aimait beaucoup, Philippe. Oui. On avait des rapports très sympas. Ce que vous n'aimiez pas vraiment, c'est l'école sous les mathématiques, où vous étiez nul, je crois, archi nul. Mais archi nul. Mais c'était, je crois qu'en plus vous avez travaillé dans une banque ensuite, pour un nul en maths, c'était pas terrible. Oui, j'étais nul aussi là, mais on me pardonnait parce qu'il y avait la guerre d'Algérie et tout le monde s'imaginait que j'allais partir. Donc j'ai été beaucoup aidé par l'entourage de la BNCI. Ça a été la banque, elle s'appelait BNCI. Oui. Et puis effectivement, je suis parti d'abord au service militaire, puis en Algérie. Ouais, vous en avez fait une chanson. Puis il y a eu beaucoup d'autres choses qui sont passées. On va faire un grand saut en avant avec une autre date, le 15 janvier 1975. À tout de suite sur Sud Radio avec Serge Lama. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité Serge Lama, invité exceptionnel pour cet album exceptionnel Aimé, dont on va parler tout à l'heure. Et là, on revient sur votre parcours. Alors, il y a le 15 janvier 75, une date importante dans votre carrière. C'est la première d'une longue série que vous n'imaginiez pas au Palais des Congrès. Oui, bien sûr, je ne pensais pas que j'allais faire cette carrière. En 75, j'ai fait 15 jours. Oui. Et on ne parlait que du Palais des Congrès, d'ailleurs, dans les critiques, on ne parlait même pas de moi. Et puis, oui, par la suite, alors, ça a été 1 mois et demi, la fois d'après. Et puis après, ça a été 2 ou 3 fois, 3 mois, je ne me souviens plus. 2 fois. Oui. 2 fois 3 mois. Et je crois qu'il y a eu 70 représentations, 300 000 spectateurs, ce qui vous a permis d'entrer dans le Guinness des records. Tout à fait. Et personne n'a fait ce chiffre depuis. Personne, en tout cas, à moins que je ne sois pas au courant, mais... Non, je vous assure, j'ai vérifié. Ouais, personne, alors. Alors, il se trouve que le Palais des Congrès est né dans les années 70. Avant, c'était le ministère de l'Intérieur. Et avant, il y avait un petit coin qui était un Luna Park, où un jeune homme de 6 ans est venu fasciné par le Luna Park, et c'est devenu Jacques Prévert. C'est comme ça que Jacques Prévert a eu sa vocation de poète. C'est une belle histoire, en tout cas. Elle est vraie. Alors, le Palais des Congrès, quand vous avez voulu faire cette salle, on vous a pris pour un fou, Serge Lama. Oui, on m'a pris pour un fou, pour un mégalomane. Mais aussi j'étais poussé par mon producteur et mon impresario, et j'étais un peu parce que moi c'était l'Olympia, mon but, et puis cette salle a été mal sonorisée et tout, mais je l'ai fait et puis c'est devenu ma salle après. Ah ouais, vraiment, après j'ai adoré le Palais. Voilà, 3700 places, vous êtes le premier à l'avoir fait. Oui. Tous les soirs. Le premier, juste avant Maxime, le forestier. Et ça, juste avant, il y avait eu le temps des galères. J'ai entendu parler un jour d'un de vos premiers galas par Yves Gilbert dans une ferme très très lointaine. Je ne sais pas si vous vous en souvenez. C'était dans une ferme avec un paysan qui vous a payé en billets avec un public. Oui, je me souviens, mais tout à fait. Et Philippe, il n'arrêtait pas de me donner des sous, il n'arrêtait pas. Et moi, je disais, mais ça y est, ça va, c'est bon. Oui, non, il y a eu des choses extraordinaires. Ouais. Parce qu'à l'époque, les galas n'étaient pas aussi organisés qu'aujourd'hui. Ah non, on passait dans des conditions épouvantables. Il fallait s'imposer, quoi, parce que les mecs qui voulaient draguer les filles, et le chanteur, il était trop, quoi. Alors il fallait s'imposer, et j'y parvenais. Voilà. Mais c'était effectivement un travail colossal que d'imposer par la voix des chansons. Oui, c'est ça. Par la voix, j'avais un avantage quand même. La voix, c'est un avantage pour ça. Et la voix, et puis le regard aussi. J'avais une intensité de regard qui incitait les jeunes gens à se calmer. Et ils se calmaient. Et puis bon, il y a eu malheureusement cet accident qui est arrivé et qui vous a coûté 18 mois d'hôpital. Franchement, tous ceux qui ont connu cette époque ont pensé que vous ne remarcheriez jamais. Oui, bien sûr. Moi le premier. Enfin, c'est qu'on me disait en tout cas. Et j'ai vraiment. C'est une force de volonté que j'ai eue vraiment,
le docteur qui m'a vu à Paris, il m'a dit que j'avais aucune chance, qu'il fallait que je me sorte l'idée de refaire un métier pareil. Et je lui ai dit, regardez-moi bien dans les yeux, docteur, non seulement je remonterai sur la scène, mais je ferai l'Olympia. Et c'est ce qui est arrivé. Voilà. Mais il m'a dit qu'il redirait la même chose à un type qui était dans mon état, il m'a dit après. Mais en même temps, l'effort, avec le recul, vous imaginez l'effort, le travail moral et physique que ça a demandé, Serge Lama? Aujourd'hui, j'ai un peu plus de mal, mais c'est vrai que ça a été terrible. Ça a été très, très, très dur. Il y a eu des moments très difficiles. Alors, et puis surtout le moment où j'ai appris la mort de Liliane, ça a été épouvantable. Oui. Parce que là, on m'a tué le moral en plus. C'est-à-dire que déjà, physiquement, j'étais KO. Et là, tout d'un coup, on me dit que la jeune femme qui était la pianiste de Barbara, qui est morte dans l'accident, 1 mois et demi après, on me dit ça. Et là j'y suis resté psychologiquement un bon moment. Et vous êtes remonté parce que vous avez une force inouïe. Et il y a beaucoup de gens qui vous ont aidé, dont Nana Mouskouri, je crois. Oui, bien sûr. J'étais dans le spectacle de Nana en 67. On avait le même directeur artistique qui est devenu son mari, André Chapelle, qui ils sont toujours ensemble, ils sont toujours heureux et ça a été je regardais Nana chanter tous les soirs et j'étais envoûté par cette voix merveilleuse. Et d'ailleurs, je dois vous dire qu'elle envisage, elle rêverait de faire un nouveau disque, donc il y a peut-être des chansons à écrire pour elle, même si vous ne chantez plus. Oui, elle rêverait même de chanter avec moi, mais c'est compliqué. Puis j'ai dit que je m'en allais, je m'en vais, quoi. Ouais, mais peut-être en écrivant des chansons pour les autres sous un pseudonyme, peut-être. Ah non, mais j'ai pas dit que je n'écrirais pas des chansons. Voilà. Ah, ça c'est autre chose. Mais je ne chanterai pas. Alors, le premier vrai triomphe après tout ça, c'est un musicorama le 12 février 73 à l'Olympia. Je crois qu'on vous applaudit dès votre entrée en scène et que les gens vont rater le dernier métro. Oui, c'est vrai. C'était et voilà, ça a été une soirée incroyable. La lumière s'est éteinte, tout a été éclaté. Je me disais qu'est-ce qui va se passer. Puis la lumière s'est ouverte. J'ai ouvert mes bras. Et après, ça a été un triomphe que j'avais jamais connu, vraiment. J'ai chanté 14 ou 15 chansons. C'est là que je suis devenu ce que je suis. Mais comment l'expliquez-vous? Il s'est produit un déclic après des années de travail? Oui, c'était le moment, sans doute. Il y a le destin, moi je crois beaucoup au destin. Le destin a décidé que c'était là, que c'était maintenant. Corcatrix m'appelle d'ailleurs 1 semaine après et me dit, vous faites l'Olympia, c'était 8 jours après. Oui. Et je lui dis, mais c'est pas possible, je peux pas remplir vous occupez pas, je vous dis que vous faites l'Olympia. Et effectivement, ça a été plein. Alors, je sais pas comment, il a peut-être rempli un peu à l'époque, mais après, j'ai fait des tournées. Toutes les tournées étaient pleines à craquer. Ça y est, j'étais parti de... Mais je me suis rendu compte que j'étais vraiment devenu ce chanteur star, on va dire le mot. J'aime pas trop ce mot, mais bon, on va le dire. À Toulouse, à la Halle au Grain, tout d'un coup, j'ai entendu le public et je me suis dit, ah, ça y est, tu y es arrivé. Et j'ai pris conscience donc à la Halle au Grain de Toulouse. Et en 74, il faut le signaler, vous êtes le premier artiste de music hall à avoir reçu un Oscar de la chanson française, et pour cette chanson. Je m'en vais voir les petites femmes de Pigalle. Toutes les nuits, j'effeuille les fleurs du mal. Je mets mes mains partout, je suis comme un bambin. Je m'aperçois qu'en amour, je n'y connaissais rien. Cette chanson est universelle, Serge Lama. Tout le monde encore aujourd'hui chante les petites femmes de Pigalle. Oui, ça m'a valu aussi des gens qui m'ont pas aimé parce qu'ils trouvaient que c'était des chansons popu. J'avais quand même, ça m'a fait autant de bien que ça m'a fait de mal, parce que c'est ça, les petites femmes qui ont fait démarrer le disque. Et ensuite, c'est Je suis malade qui, grâce à Dalida, qui a chanté la chanson, il passait en même temps Dali et moi, et donc le disque est parti à la folie. Mais ce sont les petites femmes, et
longtemps après, on m'en voulait parce qu'on rentrait déjà dans un féminisme. On m'en voulait des petites femmes et de femmes quelque part. Alors quand même, je sais pas ce que j'ai dit tellement de mal ni dans l'une et dans l'autre. Voilà. Et d'ailleurs, je crois que le 43e régiment d'infanterie de Lille a enregistré la chanson presque immédiatement. Oui. Et c'est devenu un classique. Et d'ailleurs, à Pigalle, on parle encore de vous. Et à l'époque, le grand patron de Pigalle, c'était un certain Pierrot le boxeur. Quand on avait des ennuis, on allait au Cancan chez Pierrot le boxeur, rue de Douai, et tout s'arrangeait. Oui, il y a des gens comme ça. Alors, à cette époque, vous donnez presque 300 galas par an, ce qui est phénoménal, Serge Lama. Oui, j'ai donné entre 200, 250, une année 300 et quelques, 306 ou 7, je sais plus. Et oui, mais c'était la fuite en avant. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Mais maintenant, je sais. J'ai pris une ventrée de public. J'ai eu tout ce que je voulais. Alors, j'ai pas de regrets aujourd'hui. Non, mais en même temps, ça vous obligeait à vivre la nuit, à dormir le jour, d'aller de ville en ville. C'était pas facile comme vie, Serge Lama. Pour moi, ça l'était parce que j'aimais ça. J'aimais retrouver le public tous les jours. C'était ma dose. Il y en a qui prennent une dose d'autre chose. Moi, je prenais ma dose de public, de bravo, comme Piaf dans Le Clown. Voilà, je prenais. J'étais heureux, quoi. Et en même temps, vous avez chanté à l'étranger. Je crois qu'il y a une représentation au Royal Albert Hall de Londres devant 6000 personnes. C'était pas si fréquent, Serge Lama. Vous êtes au courant de tout. Oui, c'est vrai. J'ai chanté au Royal Albert Hall, ce dont je suis pas peu fier. Je me souviens que il y avait tout un parterre de fleurs à la fin qu'on m'avait jeté. Mais bon, c'était le public français de Londres qui était venu voir Serge Lama parce qu'ils vivaient là-bas, quoi. Et c'était, à l'époque, j'étais au top du top, quoi. Oui, et en même temps, c'était inimaginable quelques années plus tôt. Ah bah oui. C'était inimaginable que je fasse le Palais des Congrès aussi. Hein. Ouais. Alors, il y a beaucoup de choses qui étaient inimaginables. Et il y en a eu d'autres, on en parle avec une autre date, le 29 septembre 2005. A tout de suite sur Sud Radio avec Serge Lama. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, celle de mon invité Serge Lama. Aimer un album qu'on aime déjà et dont on va parler tout à l'heure, et on n'est pas les seuls à l'aimer. Et puis on a parlé de Marigny, de vos débuts. Et il y a un autre tournant dans votre carrière, c'est le 29 septembre 2005, avec Accordéonissimo à Marigny. Et là, c'est un nouveau Lama qu'on découvre. Oui, j'ai fait 500 dates avec Sergio Tomassi, qui est mon autre moi-même depuis 20 ans. C'est d'ailleurs lui qui s'est occupé de ma voix dans le dernier album. Et c'est un type formidable, un accordéoniste merveilleux. Alors j'ai trouvé ce titre un peu que certains ont critiqué, mais le succès était au rendez-vous. On a fait vraiment ça a été incroyable cette tournée. Ouais, non seulement ça, mais autant vous aviez beaucoup de musiciens. Je me souviens d'un Olympia avec un grand orchestre, de vos 60 ans à Bercy avec un grand orchestre. Là, c'était un musicien avec 48 instruments. Oui, mais oui, parce qu'il jouait de tous les instruments en même temps. Et puis je voulais aussi, j'en avais marre d'être avec tous ces gens sur scène. Et d'ailleurs, si j'étais reparti en tournée, ce serait comme ça. Je serais parti avec Sergio. Parce que le déclic s'est produit un jour en disant il faut que je fasse autre chose. Comment vous avez trouvé Sergio Tomassi? C'était pas évident. On s'est trouvé, vous savez, comme on trouve les gens par le hasard des rencontres, et puis on a sympathisé, puis ça a bien marché, quoi, entre nous, ça a fonctionné tout de suite. Et alors, finalement, ce spectacle, non seulement a fonctionné, mais il y a tout un public qui a découvert Serge derrière Lama, car on écoutait les paroles, avec la musique, c'était tout à fait différent. Oui, peut-être, je ne me rends pas bien compte, mais oui, puis il y avait des chansons qui étaient quand même un peu plus difficiles d'accès. J'écrivais des chansons avec des mots un peu différents. Mon écriture a beaucoup évolué tout au long de ma carrière. Ma façon de chanter a évolué avec le fait que j'ai fait de la comédie, que j'ai joué au théâtre. J'ai beaucoup appris des théâtreux, des gens de théâtre. Et donc, j'étais différent quand je suis revenu à la chanson à cette période-là. Mais vos premières chansons, je crois que vous aviez 11 ou 12 ans quand vous avez écrites. Tout à fait, 11 ans et demi. 11 ans et demi, c'était La balade du poète. Ouais, et ça n'a jamais été enregistré? Si.
Vous l'avez enregistré? Je l'ai enregistré dans un disque il y a une dizaine d'années. Ah, faudra que je le retrouve alors. Alors, il se trouve qu'il y a aussi une émotion nouvelle qui se dégageait, et dire que je pense que Kleenex a fait de grosses fortunes à cette époque-là, de grosses ventes, parce que les mouchoirs étaient présents et tout le monde pleurait en vous écoutant. C'était encore pire, c'était encore mieux que le Palais des Congrès dans ce domaine-là. Oui, les gens pleuraient parce que, vous savez, j'ai quand même des chansons comme Je suis malade que j'ai appris à chanter de mieux en mieux, des chansons comme d'aventure qui sont... Je suis un tragique. Je suis pas... Les petites femmes, tout ça, c'est pas vraiment moi. Moi, j'ai écrit des chansons parce qu'il faut bien, dans un tour de chant, avoir des chansons joyeuses, des chansons qui changent de rythme et tout ça. Mais moi, je suis foncièrement... Les ballons rouges, tout ça, je suis foncièrement un tragique. Et les ballons rouges, justement, c'était au programme de Marigny avec Sergio Tomassi. J'ai rien demandé, Je l'ai buté. je n'ai rien eu, j'ai rien donné, j'ai rien reçu. Pourtant, j'avais déjà la chance, quand j'étais gosse dans mon quartier, de ne pas attacher d'importance à ce que les autres pensaient. C'est vraiment... c'est une autre version que celle de l'origine. Oui, vous voyez, il y va à l'accordéon, parce que là, il joue que de l'accordéon. Et c'était un moment merveilleux. Je rentrais et tout de suite, on avait le contact avec le public et c'était merveilleux, quoi. Et les ballons rouges, c'est un souvenir d'enfance. Les ballons rouges, oui, on peut dire ça, mais enfin, j'ai tellement à 15 ans, si on veut, c'est aussi une chanson. Toute mon enfance, comme toutes les enfances, il y a des bouts partout dans mes chansons. Le temps de la rengaine, je sais pas, et puis on s'aperçoit même qui est la synthèse totale de tout ce que j'ai chanté dans ma vie. J'ai écrit ça à 19 ans. Quand on voit le texte, on est un peu... Et je raconte pas des histoires, moi. C'est vraiment, je l'ai écrite à 19 ans. C'est une facilité d'écriture. Vous écriviez avec bonheur. J'écrivais, j'avais besoin d'écrire, j'avais besoin de m'exprimer, et après j'ai eu besoin d'écrire et de chanter. Voilà. Et les ballons rouges, c'est une chanson. Il y a eu un film, Le Ballon Rouge, d'Albert Lamoris. Oui, tout à fait, qui avait déclenché un peu, effectivement, le rouge. Voilà. Le ballon est rouge parce que j'ai vu ce film de Lamoris, effectivement. Qui a été la Palme d'Or du Festival de Cannes en 1956. Et il y avait deux jeunes figurants amenés par leur père, qui était le chef opérateur. C'était Renaud et son frère. Qui sont dans ce film comme figurants. Oui, c'est vrai. Alors, finalement, Marigny, ça a été un point de départ avec ce spectacle, mais il y a eu un autre Marigny, ça a été Napoléon. Encore une fois, vous avez tenté cette aventure alors que personne n'y croyait, Serge Lama. Oui, c'est souvent le cas quand on tente un truc un peu impossible. Et puis c'est le hasard, Napoléon, parce que je voulais faire en fait un grand théâtre ou Mogador ou un truc comme ça. Et puis on me disait que ces théâtres je pouvais pas le faire parce qu'il fallait aussi 3 jours, 4 jours, mais je pouvais pas faire 1 mois et demi. Alors je sors du théâtre du Châtelet et je vois. J'avais vu Mariano, tout ça, quand j'étais enfant, et tout d'un coup, je dis à mes 2 producteurs et après sérieux, je dis je vais faire Napoléon Bonaparte, comme dans un rêve, je vais faire Napoléon Bonaparte. Et c'est parti de là, je n'avais pas pensé 1 seconde avant. Incroyable. Je raconte pas des histoires, c'est la vérité. Et je suis parti chez mon ami Marcel, qui était historien. Je lui ai dit, conseillez-moi un livre simple sur Napoléon Bonaparte, parce que je voudrais travailler un truc. Alors, quand je lui ai dit que je voulais faire une comédie musicale, il était un peu surpris. Mais bon, voilà, je l'ai fait. Vous l'avez fait et ça a marché. Je crois qu'il y a eu 535 représentations à Paris et 3 ans en tournée. J'aurais pu faire même davantage, mais j'ai arrêté parce que je sentais que je serais sous le bicorne pendant... C'était le genre de succès qui vous tue, ça. Je pouvais rester 8 ans, c'est comme La Cage aux Folles, vous voyez, il y a un moment, il faut arrêter, quoi. Et il reste des chansons comme celle-ci. Je m'imaginais que César, je m'imaginais qu'Alexandre, en des conquêtes de bazar, venait m'inspirer dans ma chambre avec mes mains. C'est incroyable le succès de cette comédie musicale. C'était plein tous les soirs. Ouais. Mais comment on l'explique ? Je sais pas. Il y a eu un succès, Marie la Polonaise, qui
qui a été chanté l'été qui précédait la création de la pièce. Et comme cette chanson est un énorme succès, je pense que elle a poussé les gens à acheter des billets et ils ont été conquis par le spectacle. Et à partir de là, ça tournait. On venait voir la Tour Eiffel, on venait voir l'Arc de Triomphe et on venait voir Napoléon à Marigny. C'était ça. C'était un phénomène. Et en même temps, c'était quelque chose de très particulier parce que Napoléon n'avait pas la gloire d'aujourd'hui. Il y avait un aura, mais pas comme aujourd'hui. Oui, encore qu'aujourd'hui, Napoléon est toujours ambigu. C'est dans le cœur des Français. En fait, les Français, c'est un tyran. Il n'y a pas d'autre mot. Bien sûr, mais il n'a pas été tyran tout de suite. Il a d'abord fermé la Révolution. Il a fait des choses et des choses très importantes. Mais les Français n'aiment pas leurs héros. C'est une manie française, ça. Et ça se produit, sauf De Gaulle. Alors De Gaulle, lui, il reste intangible. On se réclame de De Gaulle dans toutes les périodes qui vont mal. Alors qu'on l'a viré. Voilà, c'est la France. Oui, c'est la France. Alors, il se trouve aussi, moi je me souviens, un jour en Corse, à Ajaccio, j'étais là, vous avez été reçu par le maire du village, vous avez eu une médaille Napoléon, car à l'époque, on vous comparait à Napoléon, Serge Lama. Oui, on m'a toujours un peu comparé à Napoléon. D'ailleurs, les journalistes l'écrivaient des fois dans leur papier. Il prend la scène comme il prend. Il y avait je me souviens d'une critique. Il prend la scène comme Bonaparte, le pont d'Arcole. Il y avait un truc comme ça. Et donc, moi, je faisais pas attention à tout ça. C'est vraiment un hasard complet si j'ai fait ça. Mais les gens, eux, pressentaient qu'il y avait quelque chose dans ma façon d'être, quoi. Et puis, vous avez démontré, Serge Lama, que vous étiez comédien. Je crois qu'enfant, déjà à l'école, avec votre professeur d'anglais, vous jouiez des pièces de Jean Anouilh. Oui, exactement. Ouais. Vous savez tout, oui. Le rendez-vous de Senlis. Exactement. Oui, le rendez-vous de Senlis que j'ai joué. J'ai même joué Electre. Oui. J'ai joué des pièces... c'était un plaisir formidable. D'ailleurs, j'en garde un souvenir ému parce que c'était Jacques Tranchepin, mon prof d'anglais, qui était un prof qui était mon ami, quoi. Et ça a été merveilleux, cette période, grâce à lui. Et vous êtes revenu au théâtre avec La Facture de Françoise Dorin. Et vous auriez pu continuer le théâtre encore comme Sardou. Oui, non, le théâtre, j'ai senti que j'étais pas assez... Ils m'ont pas donné les rôles qu'il fallait me donner. Il fallait pas me donner des rôles comiques, il fallait me donner des rôles plus lourds, plus forts. Plus tragiques, du Anouilh. Oui, du Anouilh, par exemple, oui. Du Anouilh, je pense que j'aurais pas été mal dans certains personnages de Anouilh, oui. Et puis, dans ces moments faciles ou difficiles, il y a toujours quelqu'un qui vous a soutenu, et on écoute cette chanson. C'est mon ami et c'est mon maître. C'est mon maître et c'est mon ami. Tu fais le cheminement, hein, Dès que je l'ai vu apparaître, j'ai tout de suite su que c'était lui. Alors il se trouve que cette chanson, vous l'avez créée à l'Olympia, devant votre maître Marcel Gobineau, qui n'était pas au courant, je crois. Il n'était pas au courant. J'ai mis un éclairage sur lui en plus, qui l'aveuglait en partie, et il a entendu cette chanson. Et il était ému aux larmes. Et quelques jours après, il me dit, mais dis donc, cette chanson, tu vas la mettre où? Alors je lui dis, c'était pour vous, Marcel. Il me dit, mais attends, c'est pour moi, mais tu sais que c'est une chanson qui a beaucoup de gens qui ont des amis et des maîtres, c'est une chanson qui intéresse tout le monde. Et il m'a convaincu, bien sûr, comme toujours, Marcel, et donc j'ai sorti un disque avec l'Algérie, mon ami, mon maître, et quand je suis revenu d'un grand voyage d'une quarantaine de jours avec Marcel et Michel et tout ça, et je voulais l'amener dans une région qu'il voulait voir d'Australie, et quand on est revenu, le disque était on avait fait plus d'1 million de singles. Et au départ, Marcel Gobineau, Serge Lama, c'était un ami de vos parents. Oui, ça ne l'est pas resté. Je crois que vous aviez 11 ou 12 ans et que vous avez compris qu'il y avait des points communs dans l'humour, dans la façon de penser, dans la philosophie de Marcel Gobineau et la vôtre. C'est quelqu'un qui me fascinait. C'est quelqu'un qui était très cultivé et donc j'avais besoin de ça. J'avais besoin d'apprendre et il m'a conseillé dans des livres. Il m'a fait faire mon chemin
intellectuel, je dirais tout littéraire. Et donc je lui dois beaucoup. Je parle des livres, bien sûr, parce que la poésie, j'en lisais beaucoup, mais des livres importants, comme les Flaubert, tout ça, Flaubert, c'était son dieu à Marcel. Je crois qu'un jour vous êtes allé chez lui pour lui demander un ticket de métro alors que vous n'étiez pas encore une locomotive. Oui, tout à fait. Ça a été un truc incroyable. C'est là qu'on a noué notre amitié. C'est fou, hein. Je prends ce ticket de métro, il me dit Coco, tu reviens quand tu veux, et je suis revenu. Et on a commencé à parler, et à partir de là, ça y est, c'était l'amitié. Et il vous a appris l'optimisme. Oui, parce que lui était quelqu'un de très joyeux. Et très joyeux. Il aimait les trucs d'Offenbach, il aimait tout ce qui était. C'était pas un compliqué, c'était pas un agité du bocal. Voilà. Oui. Et ça vous a fait du bien. Il n'est plus là aujourd'hui, mais vous êtes toujours là, et toujours là avec cet album qu'on va évoquer à travers une date, le 7 octobre 2022. À tout de suite sur Sud Radio avec Serge Lama. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité Serge Lama. On a parlé du passé, on parle du présent. Avec le 7 octobre 2022 est sorti Aimer. Aimer, c'est le titre de la première chanson de l'album. Elle résume tout, car on ne peut qu'aimer cet album avec cette chanson en particulier. C'est plus haut que la tour Eiffel, c'est des cœurs, des corps de Babel qui se hissent vers l'éternel. Ça vous fait désirer le ciel. Aimer, aimer, Quand on écoute cette chanson et quand on vous lit les paroles, on se dit qu'on ne peut plus rien écrire sur l'histoire d'amour. Tout est dedans, Serge Lama. Oui, j'ai mis beaucoup de choses. J'ai travaillé beaucoup. Toutes les chansons de cet album, ma préférée, c'est pourquoi je te dis adieu. Je le dis pour le public qui m'aime. C'est pour moi la plus belle chanson d'amour de l'album. Et puis il y a des chansons d'admiration pour Camus, pour Federer, voilà. Et cet album, vous avez mis des nuits et des nuits à l'écrire. Oui, j'ai beaucoup travaillé, beaucoup. Mais vous êtes, en plus, les années passant, vous surveillez chaque mot, vous raturez, tout n'arrive pas après. Oui. Je suis de plus en plus exigeant. Effectivement, le temps qui passe, on écrit plus jeté quand on a 20 ans, 15 ans. On écrit, on croit qu'on a trouvé tout de suite la vérité des choses, alors qu'à mon âge, on sait que le travail, ça compte plus encore que l'inspiration. Il y a des chansons dans cet album, mais il y en a beaucoup d'autres. C'est-à-dire que vous avez dû choisir les chansons que vous aviez choisi d'enregistrer. Oui, sur une trentaine de chansons, j'en ai choisi 12, 14 dans la collector, mais enfin bon, c'est quand même... C'est un choix difficile. Oui, parce qu'il y a des chansons que je regrette, évidemment. Mais oui, ça a été un choix un peu difficile, oui. Alors, c'est votre 24e album, d'après mes calculs. Il y a eu 9 studios, et c'est le dernier. Et quand on a appris ça, on a été étonné, mais en même temps, ce qu'on peut comprendre aujourd'hui, Serge Lama. Oui, parce que j'ai beaucoup de difficultés avec le bas de mon dos, ça devient impossible. Je veux pas me retrouver, comme j'ai vu certains artistes qui ont fait leurs adieux dans des conditions épouvantables, que ce soit Reggiani, que ce soit même Trenet. Il y a de la joie assis sur une chaise, ça le fait pas. Et bien sûr, on est content parce que c'est Trenet, on est content. Mais je trouve que il y a quelque chose d'épouvantable quand même. Alors, je veux pas me faire subir et faire subir à mon public ce que j'ai vu moi-même et ce dont j'ai souffert. Voilà, c'est une forme de respect du public. Tout à fait. Et vous avez toujours respecté le public, Serge Lama. Oui, me l'a bien rendu, mais j'ai toujours respecté, oui. Alors cet album, vous avez appelé toute la bande, de Yves Gilbert à Sergio Tomassi. Tout le monde a travaillé sur les musiques de cet album. Oui, tout le monde. Mais il y a Jean-Claude Petit qui a fait des arrangements parce que j'ai pris l'album rouge. J'ai refait l'album rouge de Je suis malade. Je l'ai refait à l'identique. La pochette est exactement à l'identique. Et c'est Jean-Claude Petit qui était aux arrangements à l'époque. Et c'est Jean-Claude Petit qui est aux arrangements là. Et pourquoi justement avoir fait cette pochette? C'est pour boucler la boucle? C'est ça. Parce que c'était le premier succès. Parce que c'était le premier succès. Donc je voulais clore par la même vision, que le public ait la même vision de mon adieu, quoi, de mon
Voilà. Alors, le public, justement, est très demandeur de la première version, puisque c'est un des albums les plus collectors sur Internet, avec, dans les occasions, l'album Je suis malade de 72 est très, très demandé par les fans. Ah, bah, vous me l'apprenez. Écoutez, tant mieux. Alors, finalement, cet album a été aussi en retard, parce que le Covid a tout changé, Serge Lama. Oui, il devait... Ah ben, c'est-à-dire que ça a changé tout, parce que je devais partir en tournée. Oui. C'était programmé, et du fait que la Covid est arrivée et qu'à chaque fois on a repoussé 2 fois la tournée, et après je me suis rendu compte que je pouvais plus avancer, je pouvais plus marcher, parce que le temps passait, parce que j'avais de plus en plus mal, donc j'ai décidé d'arrêter. Voilà, la vérité, elle est là. C'est la Covid qui m'a, comme beaucoup de gens, oui. hein, il y a beaucoup de gens qui ont eu des problèmes avec ça. Hein. On avait parlé d'un dernier Olympia, on a parlé d'une émission de télé d'adieu, vous ne le ferez pas? La tournée d'adieu à la télé, je la ferai peut-être si on me la propose, mais on me l'a pas proposé pour l'instant. Vous savez, c'est tellement d'intérêt, de choses, c'est compliqué, quoi. Alors, mais si bien sûr, on me demande de faire, il faut pas trop tarder. Ils ont 4 ou 5 mois pour se décider. Après, je ferme le rideau, total. Je vais jusqu'au 11 février, qui est c'est mes 80 ans, Oui. et après ça, s'ils veulent que ça soit plus tard, non. Non, mais le message est passé aux dirigeants de télé, il doit se Ils dépêcher. s'en foutent. Vous croyez? Oh, bien sûr. Ben, j'en suis convaincu aussi. Alors, il y a une passion que vous évoquez dans cet album, votre passion de la lecture, à travers cette chanson. Au Camus, je te pleure, mon héros, tu demeures, toi qui es mort d'un Dostoïevski dans le cœur. Et Albert Camus est mort d'un accident de voiture, justement. Oui, un accident de voiture qui est peut-être... quand les archives de l'URSS se sont ouvertes, on l'a dit une fois à la télé. On a dit qu'il y avait un projet d'accident mécanique sur Albert Camus. Et c'est une des grandes présentatrices de la télé qui a dit ça à l'époque, et je l'ai très bien entendu. Alors j'ai mis Dostoïevski aussi parce que Camus était un peu dans Dostoïevski, il n'en sortait plus. Et ça faisait 6 mois qu'il remaniait une pièce de Dostoïevski. C'était très bien, elle était formidable la pièce. Mais enfin, j'attendais que Camus me redonne encore du Camus, quoi. Voilà. Vous étiez fasciné, enfant, vous enfermiez dans votre chambre pour lire Camus, Gide et quelques autres. Oui, tous les grands. Tous les grands, même des gens qu'on connaît pas, même des Allemands, même des gens qui j'étais fasciné par Nietzsche, par des gens comme ça, quoi. Et qui quand même, c'est un poète aussi, Nietzsche. Oui, ça vous a donné le coup d'écrire et d'écrire la poésie. Oui. Et alors, Camus, il y a une chose étonnante, c'est qu'elle a eu le prix Nobel. Et vous savez, la remise du prix Nobel, on l'a interviewé, on est allé voir Camus, et on l'a trouvé dans les tribunes du match Paris-Monaco. Il assistait au match de football au Parc des Princes, et le journaliste était venu l'interviewer, il lui a demandé son avis sur le prix Nobel qu'il venait de recevoir. C'est dans les archives. C'est extraordinaire. Ah oui, c'est Camus. Mais en même temps, vous auriez pu, vous aussi, écrire des romans, des livres? Je sais pas. Quand on n'a pas fait quelque chose, on peut pas dire j'aurais pu le faire. Je ne suis pas certain du tout que j'aurais pu faire ça. Non, je savais chanter, ça je le savais. Je savais écrire, j'avais constaté. Mais écrire un livre, c'est une autre affaire, vous savez. Oui. C'est beaucoup plus complexe. Ça va chercher d'autres choses. Et j'ai tellement de respect pour les très grands auteurs que je suis un peu complexé quand même. Dans cet album, il y a une autre chanson, une chanson particulièrement touchante, c'est « Aime-moi ». Enfouis tes peurs et vis, risque ta peau contre la mienne. Je plonge, j'accepte de perdre pied. Aime-moi. Tant que l'on est en vie, tant qu'il y a de l'eau sous nos paupières, on plonge
on plonge. Et la voix féminine, c'est Luana, votre femme depuis quelques mois, Oui. Luana Santonino. Vous l'avez convaincue de chanter avec vous? Avec difficulté. Ah bon? Oui, non, elle voulait pas. C'est-à-dire qu'au départ, on a cherché des dames pour chanter. On a avec Jean-Claude Petit et sa femme qui a écrit la musique, Hélène Blasi et Inès Dosser. Et on trouvait rien. Puis j'arrive à la maison, je dis à Luana, c'est toi qui vas chanter. Alors là, je vous dis pas la sérénade. D'accord. Ah oui, Elle est non, italienne, c'est pour ça. Là, vraiment, elle a sauté. C'est rare que je l'ai rarement vue en colère comme ça. C'est vrai. Hein. Elle était non, jamais. Tu comprends, jamais. Ce genre de truc, quoi. C'était. Et puis j'ai attendu patiemment. Et puis elle a été travaillée. Je lui ai dit, essaye au moins. Alors elle a été travaillée avec. Et puis bon, au bout de 15 jours, j'ai réussi à la faire revenir sur sa décision. Elle a posé une condition, ne jamais passer à la télévision. Jamais, ne jamais chanter en direct. Voilà. Elle veut pas chanter en direct. Elle dit, je ne peux pas chanter en direct. Je veux avoir le temps d'écouter les choses et tout ça. Alors bon, je suis obligé de toute façon d'obéir. On obéit à sa femme. On obéit à sa femme, même si elle est très gentille, hein, par ailleurs. Il faut être clair, Luana, depuis des années, elle est dans votre vie et vous lui devez beaucoup. Moralement, je crois qu'elle a toujours été présente et que si vous êtes là aujourd'hui, c'est beaucoup grâce à elle. Oui, c'est surtout grâce à elle parce qu'elle m'a défendu bec et ongles. Elle est arrivée à une époque de ma vie où j'ai perdu beaucoup de gens. Simone Marouani, qui a été ma manager pendant longtemps. Qui habitait sur votre palier d'ailleurs. Oui, qui habitait juste en bas. Et donc elle a pris cette place-là, qu'elle n'avait jamais fait ce métier, elle a été obligée d'apprendre. Et puis ensuite, mon épouse, Michel, est décédée. Et ça a été un drame, et Michel s'occupait de mes affaires personnelles. Donc elle a ça en plus à charge, elle a tout mon destin dans les mains. Voilà, et je crois qu'il y a 3-4 chansons de l'album qui lui sont dédiées, oui, discrètement. Et dans les chansons de cet album, il y en a une qui me surprend, c'est Le geste de Roger Federer. Les mystères de la lumière, mais le geste de Roger Federer. Thomasy. Voilà, ça Thomasy. Alors, franchement, je savais que vous étiez un enfant de la balle, mais je savais pas que vous aimiez le tennis. Si, j'adore le tennis j'ai toujours regardé le tennis depuis avant Borg même. Et le plus grand champion de tous les temps, je les ai tous vus. Il y en a pas eu avant. Il n'y en aura pas après, à mon avis. C'est Roger, c'est tellement merveilleux de voir jouer. Roger Federer, c'est un danseur, je sais pas de quel moule il est sorti, c'est incroyable, quoi. Alors, il n'a perdu qu'un seul match dans sa vie, 6-0, 6-0, quand il avait 10 ans, dans un tournoi junior, par un certain Redo Schmil, qui est aujourd'hui agent de police. Oui. C'est sa seule défaite. Il a perdu d'autres matchs, il a perdu des matchs. Cette image restera éternelle avec Nadal et Federer en train de pleurer ensemble. Oui. C'est une image du sport qui est belle, qui est celle-là. Ah oui, qui était nécessaire pour le sport, globalement, le sport en général. D'ailleurs, il prend sa retraite en même temps que vous. C'est le hasard. Alors, je signale aussi qu'il y a un podcast, ça je ne savais pas que vous étiez aussi doué sur Internet, oui, où vous racontez votre vie avec des chansons. C'est sergelama.inc.to, podcast, et on peut écouter votre vie et des chansons. Et ça fonctionne très bien, ça commence, je crois qu'il y a déjà près de 10 000 vues en tout. C'est nouveau pour vous le podcast ? Oui, je me suis mis comme tout le monde. C'est Luana qui m'a un petit peu poussé à tout ça, parce que le podcast aujourd'hui, et puis j'en écoute beaucoup, moi. J'écoute des podcasts sur tous les grands auteurs, c'est intéressant des fois. Il y a vraiment des choses qui sont bien. Alors voilà, c'est la forme moderne de la radio, d'une certaine manière. Sud Radio, nous avons des podcasts sur notre chaîne YouTube qui a 700 000 abonnés, et les clés d'une vie que nous avons fait ensemble, ce sera diffusé en podcast. Voilà. Et dans cet album, il y a une chanson aussi qui est une chanson d'espoir pour moi. C'est Demain est à nous. Demain est à nous. Demain est à nous. Plus jamais à genoux, les enfants sont debout.
Et demain est à nous, effectivement, c'est un message d'espoir parce que vous arrêtez d'enregistrer, mais vous ferez d'autres choses. Je vous vois mal dans votre fauteuil à regarder la télé toute la journée, Serge Lama. Oui, je peux aussi regarder, pas la télé, mais regarder des films, regarder des émissions qui m'intéressent. Mais oui, effectivement, je lis beaucoup aussi, je lis énormément, mais effectivement, j'ai quelques projets. Bon, écoutez, c'est très bien. On reviendra en parler dans les clés d'une vie. Vous êtes chez vous et c'est toujours un bonheur de vous retrouver. Écoutez, merci. Et puis, cet album, c'est Aimer. On l'aime, on est nombreux à l'aimer et on sera de plus en plus nombreux à l'aimer. Et je lui souhaite tout le succès qu'il mérite une fois de plus. Merci, Jacques. Merci, Serge. Les clés d'une vie, c'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve bientôt. Restez fidèles à l'écoute de Sud Radio.